25 octobre 1957. Salon de coiffure Grasso, New York. Albert Anastasia se détendait, comme chaque jour, pendant qu'on lui faisait sa barbe et sa coupe de cheveux. Soudain, 2 hommes armés ont fait irruption et ont ouvert le feu. Il a été touché environ 5 fois, mais aucune des balles n'a été immédiatement mortelle. C'est alors que l'un des gangsters s'est avancé et lui a porté le coup final à la tête. Ce tireur, c'était moi, Carmine Persico. À mes côtés se tenait mon plus proche ami Joe Gallo. Son frère Larry montait la garde à la porte. Nous étions frères d'armes, envoyés par notre chef, Joe Profaci. Mais dans cette vie, frère ne signifie pas pour toujours. 4 ans plus tard, en août 1961, Larry Gallo est entré seul dans ce bar. Il venait me rencontrer moi, John Shimone et Sally D'Ambrosio. À l'intérieur, j'ai passé une corde autour de son cou par derrière. J'ai tiré fort. Il s'est débattu. Il étouffait, haletait, griffait la corde. Il était à quelques secondes de la fin quand un flic a franchi la porte. J'ai lâché la corde et nous nous sommes dispersés. À partir de ce moment-là, pour les Gallo, je n'étais plus Carmine. J'étais The Snake, le serpent. Maintenant, vous pouvez me traiter de traître, dire que j'ai trahi mes amis. Mais à l'époque, j'ai fait ce que je pensais être la bonne chose, parce que la guerre était inévitable. Était-ce le bon choix ? Laissez-moi vous raconter mon histoire et vous jugerez par vous-même. Je m'appelle Carmine Persico et ceci est mon histoire comme vous ne l'avez jamais entendue. Je m'appelle Carmine John Persico Jr. Je suis venu au monde par une nuit étouffante d'août 1933. Pas dans un taudis comme la plupart des gamins de l'époque, mais dans un vrai hôpital. Le Long Island College Hospital, pas loin de Gowanus. Ce qui est drôle, c'est que je suis né dans un endroit moderne, mais dans un monde très ancien. Mon père s'appelait Carmine Persico Sr. Ma mère était Assunta Plantamura. Tout le monde l'appelait Suzanne une fois que l'Amérique l'avait adoptée. Ils étaient jeunes quand ils se sont mariés. Trop jeunes, sans doute. Ils vivaient en bas de la colline, sur Hyde Street, dans une maison en briques juste au-dessus d'un garage. Rien de luxueux, mais solide. Le genre d'endroit qui ne bouge pas quand les tempêtes du nord-est s'abattent sur Brooklyn. Selon les standards du quartier, on s'en sortait plutôt bien. Mais à l'intérieur de la maison, c'était une autre histoire. Les voisins se sont habitués au bruit. Les cris, les coups sourds, les objets qui se brisent. La violence avait un son bien à elle, et elle traversait les minces cloisons de Brooklyn. Personne n'appelait les flics. Ça ne se faisait pas à l'époque. Je n'étais pas fils unique. J'avais 3 frères et sœurs. Alphonse, Théodore et ma sœur Dolores. Une petite famille soudée, on pourrait dire. Soudée dans tous les sens du terme. À cette époque, notre monde était encore italien. Fermé, replié sur lui-même. Les femmes restaient entre elles. Certaines arrivaient enfants et mouraient vieilles sans jamais vraiment apprendre l'anglais. Elles n'en avaient pas besoin. Elles n'en avaient pas envie. Tout ce qu'elles étaient, tout ce qu'elles connaissaient restait à l'intérieur du quartier. Mes parents étaient différents pourtant. Mon vieux ne se cassait pas le dos sur les docks. Il était sténographe judiciaire et rapportait de l'argent régulier en travaillant pour des avocats de Wall Street. Rien que ça nous rendait déjà bizarres dans notre monde. Nous n'étions pas riches, mais nous étions plus aisés que la plupart. Sacrément plus aisés. Peu après ma naissance, nous avons quitté Gowanus. On est monté sur la colline au Park Slope. 8 pâtés de maisons peut-être, mais on aurait dit un autre pays. Un air plus pur, des rues plus calmes, un autre genre de personnes. On pouvait respirer là-haut. La plupart des gars qui entraient dans le milieu à l'époque le faisaient parce qu'ils crevaient de faim. Ils n'avaient pas d'autre option. Mais ce n'était pas mon cas. Avec le recul, je peux vous le dire, j'avais des options. J'aurais pu être autre chose. C'est ça qui est ironique. Je ne suis pas arrivé là où je suis arrivé parce que j'y étais obligé.
J'y suis arrivé parce que je le voulais. Je n'ai pas attendu d'être grand pour me salir les mains. J'ai rejoint mon premier gang alors que j'étais encore à l'école primaire. Les Garfield Boys. Midget Division. C'est comme ça qu'on nous appelait. Un nom ridicule, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. On traînait au coin de Garfield Place, juste à côté de chez moi à Park Slope. C'est comme ça qu'on a eu le nom. Au début, c'était juste des gamins qui tuaient le temps. Puis ça ne l'était plus. On a grandi vite et on a grandi dur. Si vous nous voyiez arriver, vous aviez intérêt à changer de trottoir. La plupart des gars avec qui je tournais venaient de foyers brisés. S'ils avaient encore un père, c'était un docker, un chômeur ou un homme à moitié brisé par le port. Ils se remplissaient d'alcool chaque soir pour anesthésier la douleur. On pouvait même régler sa montre sur certains d'entre eux. Les cris commençaient à la même heure tous les soirs. C'était drôle quand ça venait du voisin, mais tragique quand ça venait de votre propre cuisine. Nous n'étions pas les seuls, bien sûr. Il y avait les Tigers, les Devils, les Cowainus Boys. Tout le monde avait sa part de la carte, son propre territoire. Parfois, on avait un cousin dans une autre équipe, alors les choses restaient calmes. D'autres fois, une embrouille commençait entre les murs d'une maison de correction devait se régler sur le bitume. Les adultes, les gens normaux, ne comprenaient rien. Ils croyaient qu'on jouait au dur. Ils ne voyaient pas qu'on était déjà mort à l'intérieur. Froid, usé, sérieusement bousillé. Certains disent que c'était la guerre, que la Seconde Guerre mondiale avait empoisonné l'air, que ça avait appris aux gosses à penser en termes d'armée, de territoire, d'ennemis, qu'on imitait simplement les adultes. Peut-être, ou peut-être que c'est plus vieux que ça. Plus vieux que Brooklyn, plus vieux que l'Amérique. Peut-être que les gangs existent depuis que le premier homme des cavernes a ramassé une pierre et décidé que l'autre n'était pas le bienvenu de son côté du feu. J'ai quitté l'école à 16 ans. Mes parents m'ont supplié de ne pas le faire, mais je les ai pas écoutés. L'école appartenait déjà à une autre vie. Les étés étaient un enfer à l'époque. Pas de climatisation, à moins d'être assis dans un cinéma. Il fallait utiliser la clim du bon Dieu, et ça voulait dire Coney Island. Si vous étiez un dur, vous paradiez sur la promenade en débardeur en cherchant la bagarre, ce qui est exactement ce que mon frère Alphonse et moi avons fait le 24 juillet 1949. Alphonse, c'était le grand frère, ça se voyait au premier coup d'œil. 1m80, 90 kg. Il avait un tatouage, une cicatrice sur la joue gauche et ce regard renfrogné, comme s'il en avait déjà trop vu. On s'est chauffé avec un certain Steve Bove du coin de la 3e avenue. Quand les flics ont essayé de s'interposer, on a balancé des coups de poing dans toutes les directions et tout le monde a fini embarqué pour agression sur agent de police. On a négocié ça en simple agression et on s'en est tiré avec du sursis. On pourrait croire qu'une telle expérience lie les gens pour la vie. Ce n'est pas le cas. Ça plante juste la graine pour le round suivant. Le vrai affrontement a eu lieu à Prospect Park, vendredi soir, le 12 mai 1950. À 18h30, plus de 40 membres de gang se sont retrouvés à Prospect Park, près de l'embarcadère du lac aux Cygnes. Ils ont dit que tout avait commencé parce qu'un de nos gars, Dominique Laboua, était entré sur le territoire des Tigers pour voir une fille. C'était généralement comme ça que ça commençait. Une fille. La bagarre à la loyale a duré environ 5 secondes. Puis tout le monde a sauté dans le tas. Les gamins accouraient de partout, du haut des collines, du tour de l'étang. Les armes sont sorties, des battes, des chaînes. Quelqu'un a sorti un couteau, quelqu'un a hurlé, puis 2 coups de feu ont claqué dans le parc. Dans les films, une rixe dure une éternité avec de la chorégraphie et des discours. En réalité, les bagarres de gang étaient brèves, sales et presque toujours sans vainqueur. Généralement, ça s'arrêtait quand quelqu'un criait les flics ou qu'on entendait une sirène au loin et tout le monde se dispersait. Ce soir-là, à l'embarcadère, ce sont les coups de feu qui ont fait courir tout le monde. Moi, Mush, Jerry Lang et Anthony Scapis Carpati, on s'est enfui vers l'ouest à travers le parc. On a ralenti pour finir en marche rapide jusqu'au canal, au pont de Carroll Street, où l'un d'entre nous a balancé un flingue dans la flotte dégueulasse du Cowainus. Au parc, les coups de feu ont attiré l'attention de l'agent Frank Mantagueri du poste de Park Slope. Il a accouru vers l'embarcadère et a trouvé 2 garçons au sol. James Jemesi Fortunato, 18 ans, un tiger touché de 2 balles dans le ventre, et Alfred Vento, poignardé à l'abdomen. Quand Mantagueri est arrivé près de Fortunato, le gamin était presque mort. Ils l'ont emmené en ambulance au Jewish Hospital, où il est mort peu de temps après. Vento, ils l'ont emmené au Methodist Hospital, et il s'en est sorti. Après ça, la brigade des mineurs a ramassé tout ce qu'elle pouvait trouver. Plus de 50 d'entre nous.
Ils nous ont tous traînés au commissariat de la 5e avenue. Les flics ont dit que j'étais le chef, donc c'est moi qu'ils voulaient. Ils disaient que j'étais témoin clé d'un meurtre, que si je ne parlais pas, je plongeais pour tout le monde. Je n'ai pas dit un mot. Quelqu'un d'autre l'a fait. Au petit matin, il tenait Scapi, Anthony Scarpati, 16 ans, l'un des 15 enfants de sa famille. Il a dit qu'il avait tiré 2 fois. Une fois en l'air, une fois au hasard. Il a dit qu'il voulait juste arrêter la bagarre quand il a vu le couteau. Ça leur a suffi. Ils ont abandonné l'accusation de meurtre contre moi. Ils ont gardé le reste. Trouble à l'ordre public, rassemblement illégal, les broutilles habituelles. Le 8 décembre 1950, Anthony Scapi Scarpati a été condamné à une peine de 15 à 30 ans de prison. Quand le juge a lu les chiffres, la mère de Scapi s'est effondrée au sol comme un sac de farine. Elle s'est évanouie net dans les bras de sa fille. C'était une tragédie, bien sûr. Mais dans notre monde, c'était juste un mardi ordinaire. Peu après la conclusion de l'affaire Scarpati, la police a reçu un tuyau anonyme. Selon l'information, les Tigers voulaient venger la mort de James Fortunato et avaient déjà choisi leur cible. Le 9 janvier 1951, mon frère Alphonse et moi rentrions du cinéma à pied vers notre maison de Carroll Street. Nous y étions presque quand 3 jeunes hommes ont surgi d'une voiture garée à proximité. L'un d'eux a dit « Les voilà !» Un autre a sorti une arme de poing et a tiré 2 fois. J'ai été touché 1 fois à chaque jambe. Les assaillants ont pris la fuite dans leur véhicule, mais ne sont pas allés loin. Le conducteur a perdu le contrôle et a percuté une voiture en stationnement à moins d'1 pâté de maison de là. La voiture étant hors d'usage, les occupants l'ont abandonnée et se sont échappés à pied. J'ai reconnu le tireur. C'était Steve Bove, le même individu impliqué dans l'arrestation de Coney Island en 1949. Des policiers sont venus m'interroger à l'hôpital, mais j'ai gardé la bouche cousue. À Brooklyn, on ne parle pas aux flics. On règle ses affaires soi-même. Bien que mon refus de coopérer ait ralenti l'enquête, cela ne l'a pas arrêté. L'hostilité entre nous et Steve Bove était connue de tous. Les flics ont emmené Bove, l'ont interrogé et l'ont relâché. Pas assez de preuves, blablabla. Bla bla bla. Mais ça ne changeait rien. Steve Bove n'en avait plus pour longtemps à vivre. Le 23 juillet 1951, Alphonse et moi roulions dans une voiture avec Albert The Blue Beetle Grillo, un jockey de chevaux de course bien connu. Ce soir-là, Steve Bove, complètement saoul après avoir bu comme un trou, nous a rejoints dans la voiture. Vous vous demandez peut-être pourquoi diable Bove aurait accepté de s'asseoir avec nous. Il devait bien savoir qu'on n'était pas ses amis. Eh bien, Bove avait bu avec Grillo toute la nuit dans un saloon de Red Hook. Grillo roulait doucement à travers les zones industrielles désertes à cette heure-là. À un moment, Alphonse a calmement sorti de sa poche un petit revolver à canon court, l'a pointé sur la tête de Bove et a tiré 5 fois. Le corps de Bove a été retiré de la voiture et laissé dans le caniveau près du pont de Carroll Street. Le lendemain matin, un passant a découvert le cadavre. Les flics ont essayé de reconstituer les dernières heures de la victime. D'après ce qu'ils pouvaient dire, Bove avait été vu pour la dernière fois dans un bouge du quartier en train de picoler avec des amis. L'enquête s'est rapidement concentrée sur Albert Grillo, après que des témoins l'ont placé avec Bove peu avant le meurtre. Grillo. L'idiot n'avait pas nettoyé sa voiture. L'intérieur ressemblait à un abattoir. Il tenait Grillo en flagrant délit. Les flics ont fait mine de lui coller le meurtre sur le dos s'il ne balançait pas, et finalement, le jockey nous a donné. Aux premières heures du 2 mars 1951, j'ai été arrêté et inculpé de meurtre. J'ai gardé les lèvres closes et j'ai demandé un avocat. Mon avocat a gagné son pain ce jour-là. Il a dit au procureur que j'étais peut-être là, que j'avais peut-être vu quelque chose, mais que personne, pas même ce jockey de malheur, ne pouvait dire que j'avais blessé qui que ce soit. L'accusation de meurtre contre moi a été rejetée le 9 mars par le magistrat James A. Blanchfield. J'ai cependant été maintenu en détention en tant que témoin capital de la cour du comté, avec une caution fixée à 50 000 $. Alphonse, lui, n'a pas eu cette chance. Il a pris la fuite, mais ils l'ont rattrapé et jeté dans ce cloaque qu'ils appellent la prison de Raymond Street. Après son arrestation, j'ai été relâché. Maintenant, vous vous demandez probablement comment une balance comme le Blue Beetle a pu continuer à respirer après avoir chanté aux flics. Dans n'importe quel autre milieu, un gars comme ça finit dans un coffre avant même que l'encre de sa déposition ne soit sèche. Eh bien, le Beetle était resté debout. Il ne s'est même pas caché. Il se promenait dans le quartier comme si le bitume lui appartenait. Ce n'était pas de la pitié, c'était du business. Voyez-vous, les types qui travaillent avec les chevaux, jockeys, entraîneurs, palefreniers, obéissent à un autre ensemble de règles. Il faut vraiment déconner grave, encore et encore pour se faire descendre dans ce milieu.
Pourquoi ? Parce qu'un jockey mort ne peut pas truquer une course. Un jockey mort ne peut pas retenir un cheval dans la dernière ligne droite ou vous donner un tuyau sur un outsider. C'est un fait simple. Des hommes comme le Blue Beetle étaient des earners, des gagneurs. Tant qu'ils pouvaient enrichir les bonnes personnes, ils valaient bien plus vivants que morts. Pour moi, c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Tout Long Island connaissait mon nom. Le meurtre de Steve Bove a donné à ma carrière un coup de pouce dont je n'osais même pas rêver. On m'a proposé une place à l'intérieur d'une famille du crime. Frankie Shotz Abate Marco est né le 4 juillet 1899 et a grandi à Red Hook. Une fois devenu adulte, ses doigts avaient été pressés sur des encreurs tellement de fois qu'il devait probablement laisser des traces noires sur tout ce qu'il touchait. Sa première arrestation d'adulte a eu lieu en 1921. Stupéfiants, vol qualifié, jeux illégaux. La plupart de ses charges n'ont pas tenu, mais il a tout de même purgé 2 ans pour l'affaire de drogue. Au début des années 50, il approchait la cinquantaine et gérait les trafics de la famille Profaci, contrôlant les opérations sur President Street. Cela le plaçait à proximité des frères Gallo, Larry, Albert Kid Blast et Joseph Crazy Joe, qui commençaient à devenir des acteurs sérieux. Frankie Shotz savait qui j'étais. En réalité, la plupart des gens du sud de Brooklyn le savaient à ce moment-là. Il cherchait aussi du sang neuf pour renforcer son équipe. Des gens de confiance qui avaient la tête sur les épaules. Frankie m'a fait venir pour une mise à plat. C'était un entretien d'embauche, sauf qu'on ne parlait pas de vitesse de dactylographie. Frankie a vu que j'avais la bosse des chiffres, mais plus important encore, il aimait mon cran. Il a vu que je restais de marbre sous la pression et que je ne perdais pas mon temps à m'apitoyer sur le sort des gars qu'on devait presser. Presque immédiatement, Frankie m'a confié des missions importantes. Braquage, paris clandestin, recouvrement de dettes. C'est à ce moment-là que je me suis lié au galop. Larry, Kid Blast et le cinglé, Joey. Pendant cette période, j'ai été arrêté plus d'une 12aine de fois pour les chiffres, les dés, les prêts usuraires, des cambriolages et des agressions. Mais j'avais le soutien total de l'équipe juridique de la famille Profaci. Je passais une nuit à Raymond Street de temps en temps, mais l'argent de la caution était toujours là, et les charges, quelles qu'elles soient, finissaient par tomber. À cette époque, ma vie personnelle commençait à se stabiliser. J'ai rencontré Joyce Maldon, une magnifique brune. Je l'ai épousée lors d'une cérémonie à l'église, et nous avons eu notre premier enfant en 1954, que nous avons nommé Alphonse Théodore en l'honneur de mes frères. Une fille, Alicia, a suivi, puis 2 autres fils, Laurence en 1955 et Michael en 1957. Mais l'ambition est une bête affamée. J'avais la femme, les enfants, la maison, mais dans ce milieu, on n'est personne tant qu'on n'est pas affranchi. Et pour obtenir ce bouton, il faut faire ses preuves. Il faut tuer. À la fin des années 50, alors que je gravissais les échelons, le parrain Albert Anastasia provoquait un séisme dans les cercles restreints de la mafia. Anastasia voulait devenir, d'une certaine manière, le boss des boss. Il se voyait comme un chef suprême, non seulement à New York, mais à travers tout le pays. Cette soif de pouvoir agaçait profondément les autres chefs, surtout son propre sous-chef, Carlo Gambino. Gambino considérait Anastasia comme un obstacle. Il a donc décidé qu'Anastasia devait disparaître. Il a approché Joseph Profaci et lui a demandé s'il voulait participer à l'exécution. Profaci a accepté. Éliminer Anastasia servait ses propres intérêts et renforçait sa position. Mais restait le problème de l'exécution. Anastasia était prudent. Il était constamment sur le qui-vive. Toute tentative devrait avoir lieu à un moment de vulnérabilité, mené par des individus que l'on ne soupçonnerait pas immédiatement. Profaci a réuni un petit groupe. Larry Gallo, son frère Joey Gallo, Joseph Joe Jelly Joely et moi-même. On nous a donné l'ordre d'exécuter le contrat. Le 25 octobre 1957, vers 10h18 du matin, Albert Anastasia était assis dans un fauteuil de barbier à l'hôtel Park Sheraton, sur la 7e avenue et la 55e rue Ouest. Il tournait le dos à l'entrée. Larry Gallo s'est positionné à l'extérieur de l'hôtel. Nous 3 sommes entrés dans le bâtiment. Joely s'est posté à l'entrée du salon de coiffure. Joey Gallo et moi sommes entrés dans la boutique. Nous portions des complets. Chacun de nous avait un morceau de tissu couvrant le bas du visage. 10 coups de feu ont été tirés. 3 ont touché Anastasia à la tête. 1 à la hanche,
2 aux mains. Les autres balles se sont fichées dans le décor. Nous sommes sortis immédiatement, sommes montés dans un véhicule qui nous attendait et nous sommes enfuis vers l'ouest sur la 55e rue. En quelques minutes, journalistes et photographes sont arrivés sur les lieux. L'événement a immédiatement été reconnu comme historique. Mais pour moi, c'était une promotion. Rendre service à Don Carlo pouvait donner un sacré coup de pouce à une carrière. 6 mois après le coup contre Anastasia, je me tenais dans une cave éclairée à la bougie sous un club social de Bensonhurst, entouré d'un demi-cercle d'hommes la tête baissée. J'ai déclaré ma présence dans la nuit sacrée, la nuit silencieuse, sous la lumière du feu. J'ai proclamé mon allégeance à la Sainte Société, j'ai prêté le serment de l'Omerta, et j'ai juré que je garderais aussi une balle pour moi-même. En d'autres termes, que je préférais me faire sauter la cervelle plutôt que de déshonorer ma nouvelle famille. Je serais fidèle à la famille, et je comprenais que la famille, en retour, me serait fidèle. Je comprenais que je brûlerais en enfer si je trahissais mes amis. Ouais, je sais, j'ai fini par trahir mes amis. Mais on en reparlera plus tard. Quand la cérémonie s'est terminée, tous les hommes m'ont embrassé sur les 2 joues et ont serré la main brûlée du plus jeune homme d'honneur de l'histoire de la famille. Mais le génie de Boyd ne se satisfaisait pas d'une simple appartenance à la mafia. Je voulais une plus grosse part du butin. J'avais une ambition dévorante, un trait de caractère qui allait déclencher une vague de troubles dans la famille. Bientôt, les tensions entre la vieille garde et la nouvelle allaient éclater en une véritable guerre de gangs. Profaci était né en 1897 à Villabat, en Sicile, et était arrivé par bateau comme beaucoup d'autres. Sa famille était la plus jeune des 5, et au départ, ce n'était pas du tout une famille criminelle. C'était une entreprise légitime, bâtie par Profaci lui-même. Il était déjà très riche lorsqu'il s'est diversifié dans le crime organisé, accumulant richesse et pouvoir en tant que contrebandier, important du whisky par bateau entier via Jamaica Bay sur la rive sud de Long Island et acheminant des camions de marchandises depuis le Canada. De là, ses opérations se sont diversifiées dans le jeu. L'extorsion, le détournement de camions, la prostitution et le contrôle de syndicats entiers. Il est devenu parrain en 1928, officiellement reconnu lors d'une réunion nationale de la commission à Cleveland. Selon la vieille tradition mafieuse, Profaci est devenu le chef de l'une des 5 familles en éliminant le parrain précédent, Salvatore d'Aquila. Bien que la famille Profaci soit la plus petite des 5 familles, elle était solidement établie. Après l'assassinat d'Albert Anastasia, Joey et Larry Gallo sont devenus membres de la famille, tout comme moi, bien que Joseph Joe Jelly Gioeli ne l'ait pas été. Profaci avait décidé que Gioeli n'en avait pas assez fait pour mériter son bouton. Peu de temps après, les frères Gallo ont commencé à devenir un mal de tête pour le vieux. On peut débattre de quel coup de feu ou de quel garrot a déclenché la guerre Profaci-Gallo, mais les graines ont été semées en 1959, quand Joey et Larry ont convaincu Frankie Schotz à Battemarco que le système de tribu était une folie. Trop d'argent monté vers le haut, pas assez resté en bas. Frankie était d'accord et décida qu'il en avait fini de payer. Chaque fois que la direction s'enrichit tandis que les travailleurs souffrent, les ennuis sont inévitables. Profaci vivait dans le luxe, un manoir céleste en Floride, un autre à Holmdel, dans le New Jersey. Les Gallo traînaient dans le club au sous-sol d'un immeuble de President Street. Ce n'était pas tant la part sur les trafics qui agaçait l'équipe des Gallo que la dîme personnelle que nous étions tous censés verser. Il en coûtait 25 $ par semaine pour faire partie de la famille Profaci. Peu importe votre place dans la hiérarchie, peu importe les difficultés de survie que votre famille pouvait endurer. Les Gallo disaient qu'ils iraient voir Profaci pour obtenir un meilleur accord pour Frankie. Cela n'est jamais arrivé. Quand Profaci a découvert que Frankie avait arrêté de payer, Frankie était mort. C'était automatique. La mutinerie devait être punie, sinon elle devenait contagieuse. Et par pure cruauté, et pour tester la loyauté, Profaci exigeait que quelqu'un de la propre équipe de Frankie fasse le sale boulot. Le contrat de Frankie Schotz fut confié aux frères Gallo en échange de la part d'Abate-Marco. Le 4 novembre 1959, à 20h, dans une taverne du sud de Brooklyn, Frankie Schotz finit son verre, jeta de l'argent sur le bar et se dirigea vers la porte. Mais la sortie était bloquée. 2 tueurs masqués vidèrent leur chargeur dans la poitrine d'Abate-Marco.
Après la mort de Frankie Shott, l'équipe Gallo pensa naturellement que Profaci tiendrait parole et leur céderait une partie des raquettes du vieux. Cela n'arriva pas. Au contraire, le contrôle des affaires de Frankie fut donné à des membres de la famille Profaci. Au milieu de tout cela, Frank Costello m'a convoqué. J'étais assez certain que j'allais me faire réprimander pour quelque chose. Je ne savais pas ce que j'avais fait pour énerver Costello, mais quoi que ce soit, ça ne pouvait pas être mortel, n'est-ce pas? Écoute, je vais te parler franchement. Pas comme un ancien boss, comme un ami de Joe Profaci. Il y a de la merde qui fermente sur President Street. Tu le sens, je le sens. Tous ceux qui ont un cerveau le sentent. Ce Joey Gallo, il est instable. Il ne sait pas attendre. Il ne sait pas perdre. Alors un jour, il va pousser trop loin. Et quand ça arrivera, il y aura une guerre. Et son équipe, elle n'est pas faite pour une guerre. Vous dites qu'ils ne s'en sortiront pas? Je dis qu'ils n'y survivront pas. Maintenant, toi, tu as un avenir. Un vrai. Mais dans ce milieu, les avenirs n'appartiennent qu'à ceux qui choisissent le bon camp avant que les coups de feu ne partent. Joe Profaci, c'est le bon camp. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que tu sois intelligent. Je veux que tu restes là où tu es, sur President Street. Pas comme un soldat. Pas encore. Comme une paire d'yeux. Une paire d'oreilles. Tu écoutes, tu observes. Tu apprends qui voit qui est en colère, qui bouge quoi, et quand. Et quand quelque chose compte, tu le fais savoir à Joe. C'est comme ça que tu le sers le mieux pour l'instant. Vous voulez que je sois vos yeux? Les yeux de Profaci. D'accord, je comprends. Pendant ce temps, au quartier général des Gallo, l'impatience montait. En février 1961, Joey Gallo mit au point un plan. Il voulait forcer une renégociation du tribut et du pouvoir. Son idée était d'enlever les principaux dirigeants de la famille Profaci. Joe et Frank Profaci, Joe Colombo, John Simone, Joseph Maliocco et Sally the Chic Musacchio. Les Gallo négocieraient ensuite de nouveaux termes plus favorables en échange de la libération des otages. Le plan, comme il s'est avéré, était trop compliqué et comportait bien trop de pièces mobiles. Sans surprise, les choses se sont mal passées. Le 27 février 1961, Joe et moi avons envoyé une équipe dans une phalange de limousines pour effectuer les enlèvements. Cette partie s'est déroulée assez fluidement. Ils ont kidnappé tout le monde sur la liste, sauf Joe Profaci. Un petit oiseau lui avait dit ce qui se tramait, et Profaci s'était enfui en Floride. Joseph Maliocco, lui, fit une crise de panique en captivité, au point de se pisser dessus. Une humiliation qui lui laissa une haine éternelle pour les Gallo. Après quelques semaines de détention de ses capitaines, Profaci a conclu un accord de paix juste pour les récupérer. Ce que Profaci ignorait, c'est que Joey et Larry étaient profondément divisés sur le sort des prisonniers, au point d'en venir presque aux mains. Joey ne faisait pas confiance à Profaci et voulait les tuer un par un, en commençant par Maliocco. Larry l'en dissuada. Joey avait eu raison de ne pas être confiant. Profaci a promis la lune, mais dès que ses hommes ont été libres, il nous a ri au nez. Il est revenu sur chaque promesse. Les Gallo se sont retrouvés avec rien d'autre que des poches vides et des ennemis puissants. Pour se préparer à la guerre, les rebelles ont levé une armée, recrutant des soldats parmi les masses mécontentes des Profaci. Mais ils ne savaient pas qu'en coulisses, Profaci avait déjà tiré le premier. Il voyait ce qui se passait et il est allé voir séparément certains capots de sa famille pour les ramener de son côté. Sa cible principale, c'était moi. Profaci parlait une langue que je comprenais. Il m'a offert une part importante des trafics de la famille si je changeais de camp. J'ai examiné la proposition avec soin. Finalement, j'ai reconnu que rester fidèle à Profaci présentait la voie la plus claire pour avancer. Le 21 août 1961 fut le jour où j'ai prouvé où je me situais. Larry Gallo est entré seul dans ce bar. Il venait me rencontrer moi, John Simone et Sally D'Ambrosio. Il ne savait pas que nous trois travaillions déjà pour Joe Profaci. À l'intérieur du bar, j'ai passé une corde autour du cou de Larry par derrière. J'ai tiré fort. Il s'est débattu. Il étouffait, haletait, griffait la corde. Il était à quelques secondes de la fin quand un flic a franchi la porte. Mauvais endroit, mauvais moment. Pour nous tous. Nous avons lâché la corde et nous nous sommes dispersés. Larry a survécu, mais il est reparti avec une cicatrice visible autour du cou et la compréhension que la guerre était réelle. Quand la police l'a interrogé, Larry n'a rien dit. Il a suivi l'omerta. Il ne m'a jamais nommé. Il connaissait la règle. Ce qu'il y avait entre nous n'allait pas se régler dans un commissariat ou un tribunal. Le même mois, un paquet est apparu devant l'un des bars de la famille Gallo.
Joseph Jelly, un homme de main du clan, avait mystérieusement disparu plusieurs jours auparavant. À l'intérieur du paquet se trouvaient ses vêtements, fourrés avec du poisson, et par-dessus son annulaire coupé. Moi et les capots de Profaci, John Shimone et Sally D'Ambrosio, nous l'avions abattu, démembré, enfermé dans un baril de 200 litres et jeté à la mer pour qu'il puisse dormir avec les poissons. Cet acte, combiné à la tentative sur Larry, marqua la déclaration de guerre officielle. Les Gallo sont allés au matelas. À partir de ce moment-là, pour les Gallo, je n'étais plus Carmine. J'étais The Snake, le serpent. Cet été-là, quelqu'un a placé une bombe sous ma voiture, mais ça ne m'a pas tué. Bien sûr, la bombe a explosé comme prévu sous ma Cadillac, et par extension, sous moi aussi. Heureusement pour moi, il y avait une plaque d'acier sous mon siège, et je m'en suis sorti avec une commotion cérébrale, des acouphènes permanents et un cul douloureux. À ce moment-là, plusieurs soldats des Gallo étaient déjà morts. Malgré les pertes, ils ont concentré leur attention sur moi. Le 2 janvier, j'ai décidé que se travestir serait le déguisement parfait pour un commando de tueurs. C'est ainsi que Sally D'Ambrosio et moi, aucun de nous deux n'étant vraiment taillé pour le rôle, nous nous sommes déguisés en femmes, sommes montés dans une voiture de sport décapotable et sommes partis à la recherche de Larry Gallo. Nous avons trouvé Larry et j'ai réussi à tirer un coup, mais je l'ai raté. Peut-être que c'était l'angle, peut-être que c'était la perruque, ou peut-être que les boucles d'oreilles ont faussé ma visée. Le 19 mai, ils ont riposté. J'étais en route pour une comparution au tribunal quand un camion s'est porté à ma hauteur. 2 tireurs ont ouvert le feu à travers les portières. J'ai pris 3 balles. L'une est allée droit dans ma bouche. À l'hôpital, ils m'ont interrogé. Je n'ai rien dit. L'omerta ne pliait pas. Jamais. C'était un retour de bâton et je l'acceptais comme faisant partie du boulot. En plus de Junior et du serpent, j'ai alors hérité d'un nouveau surnom, gagné à la dure. L'immortel. Cet hiver-là, les Gallo étaient financièrement à bout. Avec les opérations interrompues et les effectifs réduits, ils n'avaient plus de revenus. Joey Gallo tenta alors d'extorquer un propriétaire de bar local. Au lieu de céder, le patron alla directement voir la police. Sur la base de ce témoignage, Joey fut condamné à 7 à 14 ans de prison. Alors que les Profaci étaient préoccupés par leur guerre civile, les 4 autres familles devenaient de plus en plus inquiètes. La publicité autour du nombre de morts était mauvaise pour les affaires. Mais toutes les querelles concernant Profaci devinrent inutiles, car Profaci mourut avant la fin du mois, le 6 juin 1962, après avoir perdu sa bataille contre le cancer, laissant un vide à la tête de la famille. Un vide qui allait jouer largement en ma faveur. Et qui allait aussi déclencher une guerre sanglante comme la mafia n'en avait jamais connue. Hello? Mike? Yes? Is that motherfucker there? Yeah, let me talk to him. Yeah, Jimmy? Chuck, I'm gonna tell you something. Yeah, Jimmy. You have that fucking 200 in my hands tomorrow. If you ain't got the 200 in my fucking hands tomorrow, I'll break every fucking bone in your body. I swear to my kids. You understand? Le 11 juin 1962, Profaci fut enterré au cimetière St. John, dans le Queens. Il était d'usage qu'une famille prenne le temps du deuil après la mort d'un parrain avant d'en nommer un nouveau. Mais dans ce cas précis, à cause de la guerre, Joseph Maliocco prit immédiatement et officieusement la tête de la famille. Les Gallo n'avaient aucune voix au chapitre car la commission ne les reconnaissait pas comme entité légitime. Les Gallo étaient hors jeu. S'ils voulaient revenir, il leur faudrait présenter des excuses à la commission pour leur comportement audacieux. Et peut-être, juste peut-être, serait-il réintégré dans la famille Profaci. Maliocco était un homme coincé depuis longtemps. Il avait été avec Joe Profaci lorsque celui-ci avait reçu la 5e famille de New York et avait été son sous-chef pendant 34 longues années. Lorsqu'il fut promu à la tête de la famille après tout ce temps, il devint un homme frustré, ambitieux, soudainement assoiffé de pouvoir. Sans oublier qu'il en voulait toujours au Gallo pour l'avoir kidnappé et empêché d'aller aux toilettes quand il avait besoin de pisser. Durant l'été 1963, Maliocco s'allia à Joe Bonanno pour fomenter un coup d'État. Leur ambition était radicale, éliminer leurs rivaux Tommy Lucchese et Carlo Gambino afin de s'emparer de la commission. Pour exécuter ces contrats, Maliocco commit l'erreur de s'en remettre à Joe Colombo. Colombo alla directement voir Gambino et Lucchese pour dénoncer tout le complot. Maliocco survécut aux retombées, mais ses jours étaient comptés.
Le 3 septembre 1963, on lui fit une offre qu'il ne pouvait refuser. Il se retira discrètement et Joe Colombo prit sa place de parrain. Avec l'ascension de Colombo, la guerre contre les Gallo prit fin. Le calme revint dans les rues, du moins pour un temps. La retraite de Maliocco fut, elle, d'une brièveté frappante. Il fit presque immédiatement une crise cardiaque et fut transporté d'urgence au Good Samaritan Hospital de West Islip, sur Long Island, où il mourut le 28 décembre 1963. Étant donné qu'il avait été évincé après avoir été surpris en train de comploter pour tuer d'autres membres de la commission, sa disparition rapide fut jugée hautement suspecte, même si en apparence, tout indiquait des causes naturelles. Peu après, les micros du FBI surprirent un boss du New Jersey, Sam DeCavalcante, en train de bavarder sur la mort de Maliocco, affirmant que, selon lui, la commission l'avait fait liquider avec un poison indétectable, à moins de le chercher spécifiquement. Les fédéraux décidèrent d'aller vérifier. Ils exhumèrent le corps de Maliocco, mais ne trouvèrent aucune trace de poison. Colombo rebaptisa la famille à son nom et prit rapidement une décision exécutive: me promouvoir au rang de capo-régime. Entre-temps, Larry Gallo rendit son dernier souffle en 1968, terrassé par le cancer. Le 11 avril 1971, Joey Gallo sortit de prison, libre. À l'intérieur, Joey avait préparé quelque chose. Il avait cultivé des relations avec les détenus noirs. Son idée était de former une alliance pour reprendre le contrôle de la rue ensemble. Il voulait récupérer sa famille et avait Joe Colombo dans son collimateur. Par chance pour lui, du moins le pensait-il, Colombo s'était rendu facile à trouver. Le 30 avril 1970, le fils de Joe Colombo fut arrêté par les fédéraux pour conspiration. Pour protester, Colombo adopta une attitude pour le moins inhabituelle pour un parrain. Il devint activiste. Il dénonça la manière dont les Américains d'origine italienne étaient représentés comme une bande de gangsters. Colombo poussa sa croisade un cran plus loin en créant un groupe de défense des droits civiques appelé la Italian American Civil Rights League. Vous y croyez-vous ? Un parrain de la mafia à la tête d'une organisation de droits civiques. Le 28 juin 1971, plusieurs milliers de personnes se rassemblèrent à Columbus Circle pour la journée de l'unité italo-américaine. Alors que Colombo se dirigeait vers le podium pour son discours, une femme noire en mini-jupe avec une énorme coupe afro à la Angela Davis lui lança un « hey » aguicheur. L'homme qui accompagnait la femme, un cinéaste accrédité par la presse avec une caméra coûteuse, en réalité un trafiquant de Harlem nommé Jerome Johnson, profita de la cible statique. Il sortit un automatique et tira 3 balles dans la tête de Joe Colombo. Le fils de Colombo et un garde du corps plaquèrent Johnson au sol, moment auquel un autre homme s'avança et abattit Johnson. Le second tireur s'échappa. Son identité, tout comme celle de la femme provocante, resta à jamais inconnue, officiellement du moins. Alors que la police tentait de sécuriser la zone devenue une scène de chaos, les gens courant, hurlant, tombant et se faisant piétiner, Colombo, le sang coulant de sa bouche sur sa chemise, fut chargé sur un brancard et transporté d'urgence à l'hôpital Roosevelt. Une équipe de 3 neurochirurgiens lutta pendant des heures pour retirer les balles et les fragments de sa matière grise. Après l'opération, un chirurgien déclara que Colombo restait entre la vie et la mort. Immédiatement, tout le monde accusa Joey Gallo d'être derrière l'attaque. Son empreinte semblait partout. Le tireur noir, l'audace du coup. Certains soupçonnèrent Carlo Gambino et moi-même, mais les Colombo n'étaient pas connus pour leur subtilité. Ils blâmèrent Joey et son équipe et s'en prirent à la cible la plus bruyante. Avec le parrain incapacité, la structure passa officiellement à Joseph Iacovelli et Tommy DiBella, sur le papier seulement. Dans la pratique, cela ne signifiait rien. À ce stade, mes hommes les avaient complètement submergés. Iacovelli et DiBella n'étaient que des hommes de paille, des types occupant des titres pendant que le pouvoir se déplaçait ailleurs. Les anciens poussaient pour Frank Fusco. Frank avait 67 ans. Il gérait le jeu à Brooklyn depuis toujours. Il était stable, traditionnel, prévisible et totalement inadapté au moment présent. Ce n'était plus les années 40. La famille n'était plus une maison de retraite pour enquêteurs respectables. Elle était pleine d'hommes jeunes, violents et ambitieux qui ne voulaient pas d'un simple gardien. Les autres candidats étaient les fils de Colombo, Anthony et Joseph Jr., alias Jojo. Ils se voyaient comme des princes. Ils pensaient que la couronne leur viendrait automatiquement. Ils avaient de l'influence quand leur père était debout. Mais une fois qu'il fut à l'horizontale, leur autorité s'évapora avec lui. Ainsi, même si Joe Iacovelli était techniquement le parrain par intérim, c'est moi qui pris, en pratique,
le contrôle de la famille Colombo en 1972, à l'âge précoce de 39 ans. Mais cela ne dura pas longtemps. Le timing était bon, et mauvais à la fois. Un seul problème juridique me pendait au nez depuis 1959. Une affaire de détournement de camion qui m'avait suivi dans les tribunaux pendant plus d'une décennie. Le gouvernement finit par m'offrir un accord. Si je plaidais coupable, je prenais 3 ans. À l'époque, cela signifiait environ 1 an derrière les barreaux avant la libération conditionnelle. Mais j'ai refusé l'accord et choisi de me battre. Le 27 janvier 1972, ma bataille juridique prit fin. J'étais condamné à 14 ans pour le détournement de camion. La première fois de ma vie que je serais emprisonné plus de quelques jours. La même année, le rapport entre l'Amérique et la mafia, ainsi que la perception que la mafia avait d'elle-même, changea radicalement avec la sortie du film Le Parrain de Francis Ford Coppola. Le film eut un effet puissant. Il présentait la mafia américaine non pas telle qu'elle était, mais telle que les gens voulaient qu'elle soit. Et plus important encore, telle que les gangsters voulaient s'imaginer eux-mêmes. Je n'ai pas tout gobé. Certaines idées étaient imaginatives, pour rester poli. Je n'ai jamais vu un Américain baiser la bague d'un autre Américain. Aussi italien prétendait-il être. Il n'avait même pas fini de crier action le premier jour du tournage que Joseph Colombo lui-même débarquait sur le plateau avec une petite délégation, dont l'un des membres était bâti comme un réfrigérateur. Colombo informa le réalisateur et le producteur, Albert Rudy, que le mot mafia ne devait pas apparaître dans le film, ni la Cosa Nostra. Colombo disait que ces termes étaient insultants pour les Italiens et les Italo-Américains. Au moment de la sortie de la deuxième partie du Parrain, la frontière entre le cinéma et la réalité s'était encore plus estompée. Il y a une scène où le personnage de Pantagelli se fait garrotter dans un bar vide avant que le meurtre ne soit interrompu par un patrouilleur entrant dans la rue. Quiconque connaissait l'histoire comprenait la référence. Cette scène n'était pas de la fiction, c'était Larry Gallo au Sahara Lounge. Alors que je m'adaptais à la vie de prison, j'ai compris qu'il ne pourrait y avoir de paix à l'extérieur tant que les Gallo ne seraient pas morts. Chacun d'entre eux devait disparaître. Le 7 avril 1972, un certain Joe Lupacelli repéra Joey Gallo et sa bande entrant à Umberto's. Discrètement, il glissa une pièce dans un téléphone public et appela Joe Iacovelli. Iacovelli savait quoi faire. Cette nuit-là, Carmine Sonny Pinto Di Biase et 2 autres, réputés membres de la famille Patriarca, pénétrèrent dans un Umberto's Clam House et tirèrent sur Crazy Joey Gallo. A man walked in from the back door and he walked up the side of the table. He fired 3 shots. He hit Joe twice and he hit his bodyguard, Pete the Greek, 1 time. Le dernier frère Gallo survivant, Albert, dit Kid Blast, reprit le clan. Consumé par la vengeance, il lança des contrats sur tous les tueurs impliqués dans l'exécution de Joey. 17 jours après la mort de Joey, mon frère Alphonse Big Ali Boy sortit de prison après y avoir passé 2 décennies pour le meurtre de Stephen Bove. Albert Gallo, aux côtés de Punchi Iliano, avait désormais une cible sur le dos de tous ceux impliqués dans l'exécution de Joey. Joe Yack, les Persico et même mon frère Alphonse. Le vendredi 11 août 1972, mon frère Alphonse, accompagné de ses gardes du corps Jerry Lang et Hugh McIntosh, devait participer à une réunion au Nipolitan Noodle, un petit restaurant de la 79e rue Est. Lors de cette réunion, ils furent rejoints par Ernest Laponzina et Joseph Gentile. Pour l'occasion, un tueur à gages extérieur nommé Ted fut importé de Las Vegas pour les tuer tous sur place. Ted était peut-être techniquement un professionnel, mais il n'agit pas du tout comme tel. Il y avait plusieurs problèmes. D'une part, Ted ne passait pas inaperçu. C'était un type trapu, portant des lunettes de soleil à 21h30 dans un restaurant. Ted entra aussi dans le bar sans avoir la moindre idée de ce à quoi ressemblaient ses cibles. Un gamin de l'équipe Gallo avait donc été ajouté à l'opération. Son seul travail était de désigner à Ted où Ali Boy et les autres étaient assis. Les ennuis commencèrent quand, après que le gamin eut désigné les cibles, ces dernières se déplacèrent discrètement, quittant la zone du bar pour s'installer à une table pour manger. Résultat, Ted posa son verre, sortit 2 pistolets et tira 9 coups. Il toucha 4 grossistes en viande cachère, de parfaits innocents, et 2 d'entre eux moururent. Les représailles continuèrent. Le 2 septembre, The Syrian Hubela, un associé des Gallo, fut abattu d'une balle dans la tête. 9 jours plus tard, Punchi Iliano reçut des balles dans le cou et l'épaule, alors qu'il achetait un hot dog au coin des rues Présidente et Columbia. Vers le milieu et la fin des années 70, les Gallo étaient finis en tant qu'entité cohérente. Ce qui restait se déchira de l'intérieur. Les partisans de Kid Blast contre les autres.
Une guerre civile dans la guerre civile. Kid Blast finit par conclure des accords avec les Genovese, tandis que l'équipe de President Street se fractura. La guerre a été finie. Good evening. December 11th may go down as the day of the biggest robbery in our country's history, and it happened right here in New York. Somewhere between $3 and $5 million in cash and valuables was taken from the Lufthansa cargo terminal out at Kennedy Airport. And the law enforcement officers say that it was carried off with such precision and such daring, you almost have to consider it an inside job. Le matin du 11 décembre 1978, alors que je purgeais les derniers mois d'une peine de prison, près de 6 millions de dollars en espèces et en bijoux furent volés au terminal Lufthansa de l'aéroport JFK, le plus gros vol d'argent de l'histoire des États-Unis. L'un des gars que les flics soupçonnaient d'être impliqués dans le casse était Angelo Angie Sepe, 37 ans, connu comme un associé des Lucchese. Il devint suspect quand les informateurs du FBI l'entendirent parler du coup. Ils le prirent en filature et le suivirent alors qu'il distribuait le prétendu tribut issu du vol. L'un des arrêts fut le club de mon frère Alphonse, où CP donna à Ali Boy une enveloppe contenant environ 20 000 dollars. CP roula ensuite vers le nord de l'État, à Sogerties, et remit une seconde enveloppe à ma femme. Pour Alphonse, les fédéraux diffusèrent un avis de recherche. Il fit donc ce que tout homme recherché fait. Il prit la cavale, devint un itinérant, changeant de nom à chaque nouvelle cachette. Comme beaucoup de ceux liés au casse de Lufthansa, CP ne survécut pas longtemps. Lui et sa petite amie de 18 ans furent retrouvés abattus quelques années plus tard dans son appartement de Bensonhurst. En 1979, j'ai obtenu ma libération conditionnelle. J'avais purgé un peu moins de 8 ans sur ma peine de 14 ans pour détournement de camion. Je suis rentré chez moi à Hempstead, sur Long Island, retrouver ma femme et nos 4 enfants. De l'extérieur, on aurait dit un nouveau départ. Mais je ne me suis pas éloigné de mes racines. J'ai installé mon quartier général à South Brooklyn, à quelques pâtés de maison de là où j'avais grandi. Lors de la réunion de la commission en 1979, il y eut une discussion sur le sort de Carmine Galante qui ambitionnait de devenir le parrain des Bonanno. J'ai refusé de donner mon aval pour liquider Galante. J'ai dit non. Voyez-vous, Lilo et moi avions partagé une cellule à Atlanta, joué aux cartes ensemble. Je le considérais comme un ami. Mais j'ai été mis en minorité par les autres commissaires. Et Galante est mort avec son cigare encore à la bouche le 12 juillet 1979 dans le quartier de Bushwick à Brooklyn. J'avais beau être sorti de prison, je n'étais jamais à l'abri des ennuis. Mes ennuis avec la libération conditionnelle ont commencé le 6 mai 1981, lorsqu'une réunion dans une maison de Brooklyn a très mal tourné. La rencontre impliquait moi, Jerry Lang, et les leaders de la famille criminelle du New Jersey, les DeCavalcante. Il s'agissait de discuter des moyens pour les Colombo et les DeCavalcante de travailler ensemble et de se partager le territoire en Floride. La réunion impliquait un type nommé Johnny Irish. Donnie Shax était chargé de le récupérer à l'aéroport pour l'amener au rendez-vous. « Donnie, assure-toi de ne pas être suivi. » « Relax, Junior. Je gère. » Johnny Irish a loué sa propre voiture et a insisté pour la conduire. Donnie lui a dit de le suivre, créant ainsi un convoi de 2 voitures. Exactement ce qu'il ne faut jamais faire si l'on craint d'être surveillé. Donnie a été mal à l'aise tout le trajet. Avec la voiture de location de Johnny dans son rétro, il n'avait aucun moyen de savoir s'il avait une queue. Donnie a déposé Johnny à la maison et est parti fêter son propre anniversaire au Mania Club. Quelques minutes plus tard, Jerry Lang est entré précipitamment, nerveux. « Junior, il y a une bagnole garée dehors. 2 types sont assis dedans. Je crois que c'est les fédéraux. » Et alors pourquoi diable es-tu entré ? J'étais déjà devant, pratiquement sur le seuil. Alors, je me suis dit qu'entrer valait mieux que de faire demi-tour et d'avoir l'air coupable. D'accord, mais personne ne se relâche pour autant. Quelques minutes plus tard, une équipe d'agents du FBI et de l'US Marshal Service a investi la maison. Jerry et moi avons été arrêtés alors que nous tentions de nous échapper par l'arrière. Nous avons été inculpés de violation de liberté conditionnelle pour association avec des criminels notoires. Le 11 août 1981, je me suis présenté devant le tribunal fédéral de Brooklyn et j'ai plaidé coupable de complot. Le 9 novembre 1981, la sentence est tombée. 5 ans de prison fédérale. Le 14 octobre 1984, à peine sorti de prison,
j'ai appris que tout l'état-major des Colombo avait été inculpé pour racket organisée. Les inculpations annoncées par le très strict procureur général William French Smith affirmaient que la famille criminelle Colombo, dirigée par moi et d'autres, se livrait à ses activités néfastes habituelles, un modèle de racket. Smith a ajouté que les Colombo exerçaient une forte influence dans les secteurs de la construction et de la restauration à New York. Smith se tenait au pupitre, rigide comme une planche, lisant ses notes. On pouvait toujours entendre Boston dans sa voix lorsqu'il annonça le nom de l'enquête. Opération Starquest, une enquête fédérale de 3 ans dans laquelle un agent du FBI infiltré utilisait un yacht pour divertir les mafieux. L'agent se faisait passer pour un acheteur de biens volés et, aidé par une superbe compagne, enregistrait les hommes sur le yacht en train de discuter d'activités illégales. Je commençais à peine à me réhabituer à la liberté que je redevenais un homme recherché. Par chance, Jerry Capecci du New York Post m'a prévenu qu'une rafle se préparait. Alors j'ai disparu. Au début, je suis resté à la pointe est de Long Island, terré dans un hôtel appartenant à Nick Monte. Pendant que j'étais là-bas, j'ai rencontré mon cercle de confiance. Jerry Lang, Donnie Shax et Anthony Scarpati, les Garfield Boys. Nous avions grandi ensemble. Nous étions maintenant des hommes d'âge mûr, mais rien d'autre n'avait changé. Même visage, même conversation. Nous avons pesé le pour et le contre. Devais-je me rendre? Si je le faisais, qui paierait ma caution? En qui pouvais-je avoir confiance? Avant même que nous ayons les réponses, les arrestations commençaient. Le premier arrêté fut Scarpati, cueilli par 2 agents du FBI alors qu'il arrivait devant chez lui à Bensonhurst sur le siège passager d'une Cadillac rouge. Une semaine plus tard, ils ont pris Jerry Lang, puis Tommy DiBella. Moi, je suis resté mobile. Quelques jours chez un certain Frankie Highway, puis un autre endroit sous un restaurant. Jamais trop longtemps au même endroit. J'avais besoin d'une cachette plus permanente. Alors j'ai pris mes quartiers dans le grenier de ma cousine Catherine Russo de Christopher, la sœur de Mush, dans une maison privée de Wantagh, sur Long Island. Catherine était mariée depuis 1973 à Fred de Christopher, un type né à East Boston, mais élevé dans le quartier du Navy Yard à Brooklyn. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fred connaissait le milieu. Il avait épousé ma cousine Germaine et je n'avais aucune hésitation à squatter chez lui pendant ma cavale. Le 31 janvier 1985, je suis devenu le premier parrain de la mafia à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Ma photo était affichée dans tous les bureaux de poste d'Amérique, comme si j'étais une célébrité. Mais les fédéraux ne faisaient que s'échauffer. Le 1er juillet 1985, ils ont annoncé qu'ils allaient juger les chefs des 5 familles, le procès de la commission de la mafia, le grand coup, l'affaire qui devait faire tomber toute la structure du crime organisé à New York. À mon insu, j'avais choisi la pire planque possible. Fred de Christopher était un informateur du FBI depuis des années, ayant passé un accord pour collaborer alors qu'il risquait 25 ans de prison. Le mari de ma propre cousine. Une balance dormant sous le même toit que moi. Le FBI n'en revenait pas de sa chance. Ils savaient où j'allais me cacher avant même que j'y arrive. Mais ils ont décidé de ne pas me cueillir tout de suite. Il y avait des choses à apprendre, des conversations à enregistrer, des mouvements à documenter. Ils ont lancé la chasse à l'homme national juste pour que je me relâche et pour protéger la couverture de Christopher. Brillant, vraiment quand on y pense. Ils ont joué de moi comme d'un putain de violon. À 4h30 du matin, le 15 février 1985, 20 agents fédéraux et des officiers de police du comté de Nassau ont encerclé la maison de Christopher à Wantagh. Il n'y eut ni siège ni fusillade dramatique. Les occupants de la maison se sont simplement rendus, et moi et les autres avons été arrêtés sur le champ. De Christopher a dû passer la nuit au centre de détention métropolitain, mais au matin, ils l'ont relâché très discrètement sans jamais l'inculper officiellement. Ils ont pris soin de leur rat, l'ont protégé, lui ont donné une nouvelle vie loin de Brooklyn. Le 2 juillet 1985, ma situation judiciaire a empiré. Bien empiré. J'ai été inculpé aux côtés d'autres figures surpuissantes du milieu dans ce qu'on appellerait le procès de la commission. Ces inculpations étaient le produit de l'opération Star Chamber du FBI, à ne pas confondre avec l'opération Starquest, l'affaire Colombo. Moi, ainsi que les parrains Paul Castellano de la famille Gambino, Tony Salerno de la famille Genovese, Tony Dux Corallo de la famille Lucchese et Philippe Rusti Rastelli de la famille Bonanno, nous étions accusés de racket, d'extorsion et de meurtre commandité. Pour la première fois dans l'histoire, toute la mafia new-yorkaise était traînée hors de l'ombre pour être livrée au projecteur cru des médias.
Le procès a débuté en septembre 1986 et j'avais une petite surprise pour eux. J'allais assurer ma propre défense. Certains des autres parrains pensaient que j'étais fou. Peut-être que je l'étais. J'avais passé des années dans les tribunaux et je pensais pouvoir faire le job mieux que n'importe quel avocat de luxe. J'ai même tenté une défense classique. S'il n'y avait pas de mafia, il n'y aurait pas de procès. Malin? Peut-être. Intelligent? Pas vraiment. Ce fut mon erreur. Admettre qu'elle existait, même de façon détournée. Mes pitreries agaçaient mes confrères parrains, mais le gouvernement ne comptait pas sur mes erreurs pour monter son dossier. Ils avaient des heures d'écoute, incluant des enregistrements du soldat Colombo, Ralph Scopo, discutant d'un système de raquettes dans le secteur du béton avec un entrepreneur. What are you worried about? As long as you can pay, as long as you're making money, money ain't everything in the fucking world. Listen to that guy with experience. Hey, and you got peace of mind. Isn't it like 22,000 have peace of mind? I know fucking people that pay 22 million for these things. If you haven't got it, that's another story. Well, here in New York today, after 5 days of deliberation, an anonymous federal court jury convicted 3 crime bosses of serving on the so-called Mafia Commission. 5 lower-ranking mob figures were also convicted on all counts for carrying out the commission's orders. Le 19 novembre 1986, le verdict tomba. Moi et les autres parrains de New York fûmes reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Absolument tous. Le tribunal a condamné chacun d'entre nous à 100 ans de prison. Une peine de mort déguisée. Je pense que ce juge avait décidé qu'il devait envoyer un message. Le gouvernement n'avait plus peur de nous. Ils avaient gagné, et ils voulaient que tout le monde le sache. Ces verdicts garantissaient que je ne serais plus jamais un homme libre. 100 ans à mon âge, c'était fini. C'était la fin de ma vie telle que je la connaissais. Mais être derrière les barreaux ne signifiait pas abandonner le contrôle de la famille. J'avais toujours mon fils, Alphonse, pour porter mon héritage. Pour être mes yeux et mes oreilles à l'extérieur. Pour garder le nom des Persico vivant dans les rues de Brooklyn, là où tout avait commencé. Alphonse avait été condamné lui aussi dans le procès de la commission. Mais contrairement à moi, il n'avait pris que 12 ans. Cela signifiait quelque chose d'important. Cela signifiait qu'un Persico reviendrait dans les rues. Et quand ce jour viendrait, la famille serait à nouveau mienne. Pas en théorie, pas par des messagers, mais en chair et en os. En attendant, j'avais besoin de quelqu'un pour garder le fauteuil. J'ai choisi l'un de mes capots, Vittorio Giovanni Little Vic Orena. L'idée était simple, Vic était là pour garder la place au chaud. L'accord était clair, quand mon fils sortirait de prison, la direction de la famille reviendrait à un Persico. Et le pouvoir a une manière de changer les hommes. Vic aimait ce fauteuil. Il aimait qu'on l'appelle parrain. Il aimait la façon dont les gens se penchaient en avant quand il parlait. Et après un certain temps, il a cessé de se voir comme une solution temporaire pour se considérer comme le patron définitif. Au début de 1991, Vic Orena s'est lassé de mon règne à distance. Il a agi dans mon dos pour voir où se situaient les soutiens au sein de la famille Colombo, essayant de bâtir sa propre base de pouvoir, essayant de m'évincer complètement. Il n'aimait pas être un parrain par intérim, et encore moins un parrain canard boiteux destiné à être remplacé par Little Ali Boy dès que celui-ci serait disponible. Orena a discuté avec John Gotti, et ils ont passé un accord. Si Vic tentait un coup d'état, Gotti le soutiendrait. Il a essayé de le faire de façon civilisée. Il a porté son cas devant la commission et a demandé qu'on m'écarte de la direction de la famille Colombo pour l'installer à ma place. La commission a répondu « Pas question ». Il y avait des traditions en jeu. Ils feraient les choses comme leur père et grand-père l'avaient fait. Ils consulteraient les capots pour savoir qui ils voulaient comme chef. Donc Orena chargea le conciliere Carmine Cessa de sonder les capots Colombo avec cette question. Qui doit être le parrain ? Orena pensait qu'il remporterait le vote facilement. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que le vote n'aurait jamais lieu. Le simple fait de demander un vote était un acte de trahison. C'était moi qui avais fait de Cessa un capot dans la famille. Alors au lieu de sonder les capots comme Orena l'avait ordonné, il a couru vers moi pour me dire que Vic tentait de prendre le contrôle. J'ai donc très simplement envoyé le mot. C'est la fin de Little Vic. Liquidez-le. J'ai ordonné à Cessa de monter une équipe pour tuer Orena. Le 20 juin 1991, l'équipe se gara en face de la maison d'Orena à Cedarhurst, sur Long Island, et attendit son heure. Ils furent trop voyants, cependant. Alors qu'Orena s'approchait de chez lui, il repéra les hommes et détala dans la direction opposée. Alors qu'ils s'enfuyaient, pneus crissants et cœur battant,
Orena fit un calcul rapide dans sa tête. C'était un commando. Il était la cible. Et la seule personne ayant assez de poids pour ordonner l'exécution d'un homme de son envergure, c'était moi, Carmine Persico. Et cela signifiait la guerre. La première salve, sans compter la tentative avortée de Cessa contre Orena, eut lieu le 18 novembre 1991, quand le capot d'Orena, William Billy Fingers Cutolo, envoyait une équipe pour tuer Scarpa. Après 3 jours de surveillance, Scarpa fut pris en embuscade dans sa voiture avec sa fille et sa petite-fille dans un véhicule juste derrière lui. Et malgré une pluie de balles, tout le monde s'en sortit indemne. Le 24 novembre, mon fidèle Henry Hank The Banks Murat fut abattu d'une balle dans la tête alors qu'il était assis dans sa voiture devant un magasin de donuts à Sheepshead Bay. Et le 5 décembre 1991, à 1h du matin, Rosario Black Sam Nastasa, 78 ans, fut abattu alors qu'il jouait aux cartes dans un club social. C'était le nouveau rythme. Vieillard, jeune homme, soldat, passant, ça n'avait plus d'importance. Le 8 décembre, la guerre franchit une limite. Des hommes armés ont canardé une boutique de bagels sur la 3e avenue, appartenant à 2 membres de ma faction. Un adolescent innocent de 18 ans, nommé Matteo Speranza, fut tué dans l'embuscade. Il n'était même pas censé travailler ce jour-là. Il a remplacé un ami qu'il avait appelé la veille. Orena proclama son innocence. Il dit que le coup de la boutique de bagels n'était pas son idée. Et apparemment, il disait vrai. L'odeur du sang était si forte dans les rues de Brooklyn que des types imprudents, des apprentis gangsters cherchant à faire leurs preuves, menaient des exécutions non autorisées. Après une période de mort quotidienne, la guerre se calma. Une semaine passa sans que les balles ne sifflent, et les gens parlèrent d'un cessez-le-feu de Noël, comme dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dans la rue, il y avait une autre théorie, Matteo Speranza. Bien sûr, dès la première semaine de la nouvelle année, les coups de feu reprirent. Le 7 janvier 1992, Nicola Penichi Black Grancio, capitaine Colombo et fidèle d'Orena, fut retrouvé abattu dans sa voiture. Le 25 mars 1992, John Minerva et Michael Imbergamo furent tués dans une Cadillac garée devant le Broadway Café, à North Massapequa. Imbergamo n'avait aucun lien avec la mafia. Mauvais endroit, mauvais moment. Minerva, la cible, était un affranchi qui avait récemment changé d'allégeance, passant de mon camp à celui d'Orena. L'escalade de la guerre entre moi et Orena déclencha une nouvelle offensive des fédéraux. Avant qu'il n'en ait fini, le gouvernement américain avait inculpé 68 mafieux. Ils en condamnèrent 58, tandis que les 10 restants coopérèrent, devinrent les balances pour sauver leur peau. Alors que les balles pleuvaient, Vic Orena ne pensait qu'à sa sécurité personnelle. Il s'était aménagé un appartement dans le sous-sol de la nouvelle maison de sa petite amie encore en construction, ce qui en faisait une excellente cachette. Personne ne lui tirait dessus. Mais quand la police a voulu l'arrêter, elle a su exactement où chercher. Lors de l'arrestation, la police a saisi 4 fusils de chasse, assez de munitions pour une bataille rangée et un gilet pare-balles. Le lâche avait prévu de se battre, mais a fini par se rendre sans résistance. Il fut accusé, entre autres, d'avoir ordonné le meurtre en 1989 de Thomas Ocera, un traiteur de Long Island surpris en train de piquer dans les caisses des Colombo et qui avait été étranglé par Greg Scarpa avec de la corde à piano. Grâce au travail acharné du procureur fédéral George Stamboulidi, Orena tomba le 22 décembre 1992, une autre victime de la loi RICO, condamnée pour racket et pour le meurtre d'Ocera. Il fut condamné à 3 peines de prison à vie, plus 85 ans de prison fédérale. Avec Orena et mon fils Alphonse Little Ali Boy, tous 2 derrière les barreaux, la famille chercha à nouveau qui pourrait menacer la direction pendant notre absence. Un seul nom ressortit, William Wild Bill Cutolo. Le seul problème, c'est que Cutolo avait été du côté d'Orena pendant la guerre. Un traître qui s'était rangé du côté de l'ennemi et qui avait essayé de prendre ce qui m'appartenait. J'ai donc donné l'ordre à mon fils Little Ali Boy, fraîchement libéré, de le liquider. Waking up in this bad dream, part of me fades out of view. Le 26 mai 1999, quelques semaines seulement après la sortie d'Alphonse, celui-ci invita Cutolo à une mise à plat. Officiellement, c'était pour discuter de l'avenir, de ce qui arriverait à la famille si Alphonse devait retourner en prison. Cette partie était vraie, mais ce n'est pas toute la vérité. Cutolo se rendit à cette réunion en croyant qu'il négociait sa place dans le futur. Il n'en ressortit jamais.
Pendant des années, sa disparition flotta dans l'air comme une mauvaise odeur. Tout le monde savait. Personne ne parlait. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'au jour où ça s'arrête. Le 28 décembre 2007, mon fils Alphonse Little Ali Boy Persico fut reconnu coupable du meurtre de William Wild Bill Cutolo et condamné à la prison à vie. Carelessly choose this path, oblivious to where it leads. Sky above hides from us in this ever-ending dream. The grammar in who you and me. A thousand arms will wake you from your sleep. All the money, all the things. Et voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce documentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à la partager. Et si vous êtes intéressé par la guerre Gallo-Profaci, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien se trouve aussi dans la description. Merci encore pour votre fidélité, vos messages et votre énergie. À très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous.